Actes médicaux fictifs, allocations familiales indues ou encore fausse attestation d'invalidité. Il suffit d'ouvrir la boîte des fraudes sociales pour enflammer le débat. Les fraudes sociales, un tabou français. L'État est-il trop laxiste en matière de fraude sociale? Derrière la fraude sociale, comme derrière la fraude fiscale d'ailleurs, il y a un enjeu de cohésion nationale. Vous ne pouvez pas renforcer le consentement à payer, l'impôt, les cotisations sociales, à adhérer au modèle social, si chacun a l'impression que son voisin ou sa voisine, lui, ne paye pas. Je salue cette initiative. C'est une initiative que réclame le Rassemblement national depuis bien longtemps. Donc maintenant, ce débat, il sera utile si et seulement si on n'a aucun tabou. C'est-à-dire, est-ce qu'on va oser, s'attaquer à des totems, comme par exemple le sujet de l'immigration. C'est impressionnant quand on entend les discours des uns et des autres, où de toute façon l'objectif est de protéger le gros, de protéger le riche, de protéger celui qui fraude le plus, et d'essayer de monter les pauvres les uns contre les autres. Bien sûr que c'est une évidence que je combats farouchement la rhétorique, la vieille rhétorique du Front National, qui consiste d'une manière extrêmement caricaturale de lier n'importe quoi ce qui se passe dans le pays à l'immigration. Bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la fraude, bien sûr, j'en suis convaincu. Dans la fraude sociale, la plus grosse fraude sociale, oui, c'est le travail au noir. Et dans le travail au noir, j'entends... Et avec les travailleurs détachés quand j'entends travail au noir, monsieur dit c'est le petit épicier du coin dans le quartier populaire. Bon, de la folie. Comment dire, le vrai travail au noir, celui qui coûte de l'argent, c'est bien sûr lié aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire les très grandes entreprises, par exemple du bâtiment, les Bouygues, les Vinci, c'est eux les responsables qui derrière, en faisant toute une cascade de sous-traitance et de travail dans la précarité, organisent réellement le travail au noir pour ne pas payer de cotisations sociales. Et il est là le fléau. Et bien sûr que l'État, le gouvernement, ne va absolument pas toucher à ce problème-là, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire mettre des moyens, ça voudrait dire augmenter considérablement le nombre d'inspecteurs du travail qui aient les moyens, ne serait-ce que humains, matériels, de dresser des procès-verbaux, et derrière, des moyens juridiques, judiciaires, pour condamner les patrons, et condamner les grands patrons. La vraie fraude sociale, au-delà de la fraude fiscale qui coûte près de 100 milliards à l'État, et là c'est pas les salariés, c'est pas les travailleurs, c'est pas le SMICAR qui fraudent, parce que nous on est prélevé à la source maintenant. Les seuls qui peuvent frauder, ce sont les riches, les milliardaires, les grands employeurs, les grands patrons. Et revenir sur la fraude sociale, ça veut dire s'attaquer aux donneurs d'ordre, aux grandes entreprises. Et là c'est vrai que vous êtes tous d'accord, l'État ne prendra pas en charge cette bataille, parce que ça veut dire s'attaquer aux intérêts de ces grands capitalistes qui dirigent ces grandes entreprises. Près de la moitié des services en grève, une fièvre qui n'en finit pas de monter. Il devenait urgent pour les urgences qu'Agnès Buzyn avance ses propositions. C'est fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour dire les choses clairement, ça voudrait dire que les personnes âgées sauteraient la case dans certains cas de figure, urgence, pour aller directement dans les services des hôpitaux. Savoir après quel service, c'est peut-être plus complexe. À l'inverse, toujours concernant nos aînés, la ministre souhaite développer une vidéo-assistance entre les EHPAD et le SAMU pour éviter, par exemple, des hospitalisations en cas de pathologie bénigne. Non, écoutez, là, c'est un tout petit sparadrap qui correspond pas du tout à la réalité et qui répond pas du tout aux attentes et aux revendications du personnel soignant des urgences. Ce qu'il demande, c'est assez simple, et la ministre le sait. C'est du personnel supplémentaire et c'est l'augmentation des salaires. Parce qu'il arrive effectivement avec toutes les différentes politiques gouvernementales qui ont consisté à fermer des lits, à fermer des hôpitaux, à les compacter. Là, on a une énorme politique de compactage des hôpitaux. Je vais donner un exemple très concret qui est près d'ici. Qu'est-ce que vous appelez le compactage des hôpitaux? L'hôpital Beaujon et un hôpital parisien dont je ne me souviens plus le nom vont fermer tous les deux, vont être compactés. Ils vont être construits sur le terrain, entre autres, de l'usine de PSA à Saint-Ouen. Dans l'opération, 500 lits en moins. Donc ça va être un hôpital-usine énorme, avec des moyens inférieurs, diminués, et du personnel, de toute façon, qui sera pas à la hauteur au niveau du nombre. Ce que le personnel soignant demande, c'est de l'embauche dans les urgences. Quand on nous explique que c'est parce que les gens ils n'ont que là à aller, mais non, c'est pas vrai. La conséquence, c'est la fermeture des hôpitaux, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'embauche et le blocage des salaires. Elle est là, la crise sociale
des urgences. Et moi, je suis admiratif. J'ai énormément de respect et admiratif par rapport au mouvement social, par rapport à la grève du personnel des urgences, parce que ça fait des semaines et des mois que ça dure. Et la ministre là, elle le sait. Son annonce, elle est un peu obligée de la faire, cette annonce, parce que le nombre de services d'urgence en grève augmente et ça va pas s'arrêter. Et ce qu'il faudrait réellement pour gagner, et là j'ouvre peut-être un autre débat qui vous concerne pas, parce qu'il peut-être qui vous intéresse pas, mais il faudrait que la grève, elle gagne sur l'ensemble du personnel des soignants, toutes catégories confondues et tous services confondus. Un vrai bras de fer qu'il faut contre le gouvernement pour gagner. Roland Lescure, répondez, après on distribue. Oui, très rapidement. On peut faire un bras de fer et demander plus de moyens. Bien sûr, il en va de la santé publique. Ou vraiment se poser des vraies questions plus complexes d'organisation profonde de notre système de santé. C'est ce qu'Agnès Buzyn fait. Elle est reconnue, y compris par les personnels des urgences, qui dans l'ensemble ont plutôt salué les mesures qui ont été annoncées ce matin, comme une vraie professionnelle. Thomas Mesnier, c'est un ancien médecin urgentiste, il connaît le sujet. Monsieur Carly, il est patron du SAMU. Le vrai sujet... Tout cela, ils sont pas en grève. Hein. Tout cela, ils sont pas en grève. Ils sont de l'autre côté. Non, mais il n'y a pas... La France, arrêtez de couper la France en deux. L'enjeu majeur des années qui viennent, et surtout sur des sujets comme ça, c'est de réunir les Français. C'est pas de les couper en disant il y a un côté, il y en a d'autres. Réunissez-les autour des revendications du personnel des soignants. L'hôpital public craque, les EHPAD, ça craque. En fait, c'est l'ensemble des services publics qui craquent dans ce pays. Et ça craque de partout. Et ça craque toujours par le bas. Ça craque toujours par ceux qui font fonctionner les services publics. Là, en l'occurrence, dans la crise des urgences, ce sont les infirmières, ce sont les médecins, ce sont les brancardiers. C'est toute la chaîne des urgences qui craque parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre parce qu'ils sont pas assez nombreux. Ils sont pas assez nombreux parce que justement, il y a des réductions d'effectifs, ou en tout cas, les effectifs n'augmentent pas et leur salaire pour vivre n'augmente pas. Ça, c'est une revendication qu'on oublie tout le temps. Parce que je reviens sur l'histoire du chèque. C'est très facile de faire un chèque. Oui, c'est très facile de faire un chèque pour le gouvernement tous les mois au titre du CICE pour gaver des grandes entreprises qui continuent à fermer des usines et qui continuent à fabriquer des chômeurs. C'est beaucoup plus compliqué de faire des chèques pour le service public, pour l'éducation nationale, pour l'hôpital, pour les EHPAD, pour les transports publics. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour vous, quand je dis vous, c'est le gouvernement, c'est les pouvoirs publics aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Et cet argent, le privé, les grandes entreprises privées en ont besoin. Et donc, il faut absolument un rééquilibrage au niveau du budget national. Et ça, la grève des urgences, mais peut-être demain, la grève de l'ensemble du personnel des soignants, de tous les hôpitaux publics, là, vous l'avez pratiquement au coin de la tête, sur les épaules. J'espère qu'elle va exploser parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra imposer à Buzyn et à Macron véritablement des moyens pour le personnel soignant et des moyens pour les soigner. Alors d'abord, personne n'a le monopole de la solidarité avec les effectifs qui, sur le terrain, sont en première ligne. J'ai autant d'émotion et de solidarité que vous vis-à-vis de ces gens-là. Moi, je soutiens la grève. Moi, la grève, je la soutiens. Ah oui, moi pas, mais on a des différentes manières d'arriver à, j'espère, des résultats qu'on cherche tous, c'est-à-dire une meilleure santé pour les Français. Des chèques, il y en a. La différence... Il n'y aurait pas eu la grève, cette annonce, elle n'aurait pas eu lieu. La différence... Non, mais elle a eu lieu. Félicitez-vous-en, au moins. Mais il faut féliciter déjà les grévistes. Non, mais moi, je ne félicite pas les grévistes. Je suis effectivement triste pour eux. Donnez-leur raison. Au moins, par votre action collective, vous avez réussi à faire bouger un petit peu. Donc, des chèques, il y en a, mais avec effectivement une transformation. Le mot est presque devenu commun et pour un peu banal. Féminicide. Il est temps, il est grand temps de mesurer tout ce que recouvre cette atrocité. Féminicide. À ce jour, depuis le 1er janvier, 101 femmes ont succombé sous les coups de leurs compagnons. Et dans un peu plus d'une heure, maintenant 1h30, Édouard Philippe lancera un Grenelle contre les violences conjugales. Des discussions, du concret à la clé, nous promet le gouvernement. Oui, moi j'ai un sentiment de colère et je partage la déclaration d'Eva Darlan sur ce Grenelle. Bien sûr que c'est la mobilisation sur les réseaux sociaux, sur ce décomptage macabre qui a poussé le gouvernement à prendre la parole là-dessus, sur ce sujet. Mais toutes les associations qui sont pratiquement toutes fonctionnent sur le principe du bénévolat, avec aucun moyen financier, vous le disent. Ce qui manque, ce sont des moyens. Et là, on va retomber sur la discussion sur le chèque. Mais oui, c'est de l'argent pour construire des centres d'hébergement, d'accueil, pour protéger la femme face à son mari, son conjoint violent.
Et ça, il n'y a pas. Il y a eu une promesse de 200 places de logement qui a été donnée par le gouvernement il y a quelques mois. C'est du zéro pointé. C'est du zéro pointé aujourd'hui. Quand on parle d'emprisonner les hommes, après derrière, il faut les soigner. Ça se soigne, cette maladie. Pour ça, il faut du personnel soignant dans les prisons, dans les centres pénitentiaires. Ça, il n'y a pas, ça manque. Par rapport aux policiers, par rapport aux gendarmes, mais bien sûr qu'il y a un problème de formation, mais au-delà, il y a un problème aussi de moyens. Quand vous êtes une femme et que vous allez porter plainte, que vous avez ce courage de porter plainte, vous allez peut-être porter plainte à une policière, mais vous êtes dans un bureau avec 3 autres policiers, avec 3 autres hommes. Comment c'est possible de se livrer comme ça? Là aussi, derrière, il y a un problème de moyens. Il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai augmenté de 30% les subventions des associations. Est-ce qu'il y a eu moins 30% de violences conjugales? Non. Donc, on ne peut pas considérer que ce serait un automatisme et que parce qu'on va faire un chèque de temps, les féminicides cessent du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est insupportable? C'est insupportable d'entendre ça, parce que toutes les associations vous le disent, toutes les femmes vous le disent qui ont subi ces violences, c'est quand elles sont obligées de quitter leur domicile, où est-ce qu'elles vont? Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de centres d'hébergement pour les accueillir et accueillir aussi leurs enfants. Oui, il y a un problème. Oui, moi, quand on voit ce sujet aussi grave et quand on entend cette milice dire il suffit pas de faire un chèque, mais bien sûr, il y a un problème de moyens, de formation. Bien sûr, c'est sur le temps, mais c'est aussi du concret. Et construire des centres d'hébergement, ça prend pas 6 mois. C'est très rapide. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Marlène Schiappa l'a dit, elle a augmenté les moyens aux associations. Ça ne suffit pas. Après les avoir baissés, après les avoir baissés au début du quinquennat de Macron. J'aimerais à présent qu'on ouvre un dossier beaucoup plus politique et qu'on s'arrête sur les futures municipales et sur une projection que vient de faire le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Une étude très précise qui anticipe le score du Rassemblement national en mars prochain sur la base du résultat des européennes. Voici le constat quand, en 2014, le RN a raflé 11 communes. Selon cette projection, le parti de Marine Le Pen pourrait l'emporter dans 261 villes en mars prochain. Jean-Pierre Mercier, juste, on ne vous a pas entendu. Oui. C'est le parti de la proximité aujourd'hui, quand on voit que les petites villes ont tendance à se tourner plus volontiers, en tout cas un certain nombre d'habitants des petites villes, vers le Rassemblement national? Non, moi je pense que c'est le parti de la démoralisation, c'est le parti... vous savez, le meilleur carburant, comme Manuel Valls, Emmanuel Macron est le meilleur carburant pour le Front National. Il y a aujourd'hui avec Emmanuel Macron cet objectif, cette politique de dire c'est soit Macron, soit Le Pen, et on va essayer de faire ça dans toutes les élections. Pour moi, évidemment, le Front National, c'est un parti dont je combats les idées, les fondements, toute l'idéologie, parce que c'est un combat, c'est un parti mortel pour les travailleurs, mortel pour tous ceux qui font fonctionner la société. C'est un parti qui est le plus grand défenseur des intérêts des grandes entreprises. Et là, j'entends bien cette petite musique. Oui, le Front National veut accéder à la mangeoire, comme tous les autres partis municipales, législatives. On veut gérer pour les patrons, on veut gérer pour les gros, on veut gérer pour les riches. Il parle à l'oreille aussi d'un certain nombre d'ouvriers et de salariés. Bien sûr. Et la seule manière, en tout cas moi je milite à Lutte ouvrière, c'est pour ça, la seule perspective qu'il faut défendre aujourd'hui en France, et on les défendra, nous Lutte ouvrière, dans les élections municipales, puisqu'on présentera plusieurs centaines de listes, c'est la perspective d'une mobilisation générale, collective, du monde du travail pour défendre ses intérêts en tant que travailleur.